Alors bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire qui va aujourd'hui nous transporter au Canada et nous montrer comment trouver son chemin professionnel dans ce beau pays. Le webinaire auquel vous allez participer aujourd'hui fait partie du programme de la semaine des étudiants de technique de l'ingénieur. Donc c'est tout un ensemble de webinaires qui va avoir lieu tout au cours de la semaine. Il y a à peu près 2 webinaires par jour sur tous les outils et puis des informations pour les étudiants. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à prendre connaissance du programme et à vous inscrire aux autres webinaires toute la semaine. Dans tous les cas, vous retrouverez tous les webinaires en replay sur le site Technique de l'ingénieur dans la partie actualité. Alors, pour comprendre comment le titre d'ingénieur s'acquiert ou encore quels sont les profils actuellement recherchés, nous allons accueillir une ingénieure justement, Julie Blanchard, conseillère en développement et relations d'affaires à l'OIQ, l'Ordre des ingénieurs du Québec. Bonjour Julie. Dans Bonjour. un second temps, on va parler du marché de l'emploi avec Bernard Bigras, PDG de l'Association des firmes du génie conseil du Québec. Pour finir, on aura 2 employeurs qui vont nous proposer des opportunités. Julie Moisan, qui est directrice des ressources humaines et éthiques de GBI Expert Conseil, et Alain Gagné, vice-président des opérations de PCI Automatisation Industrielle. Bonjour à tous les deux. Alors, on va être ensemble tous ensemble pendant 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de chat. Donc, vous allez voir sur la partie droite de votre écran, une petite palette et dedans, il y a une petite fenêtre de chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans ce petit module. Ensuite, on répondra du coup aux questions à la fin des interventions, de toutes les interventions, avec tout le monde qui pourra répondre aux questions. Pour commencer, je vais commencer par céder la parole à Claude Gomis, qui est conseiller principal et expert en recrutement, vice-président opération chez RHR Expert. Claude, vous êtes vous-même diplômé de l'Université française et vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience et nous montrer comment vous êtes aujourd'hui devenu un recruteur important sur le marché du travail québécois. Je vous laisse la parole, Claude. Bonjour, merci de me donner l'opportunité de vous faire part de mon expérience dans l'immigration professionnelle au Canada et plus précisément au Québec. En effet, je suis diplômé de l'Université française et plus précisément de l'Université de Perpignan et de l'Université de Montpellier. Je suis titulaire d'une maîtrise en administration économique et sociale, d'un Master 2 en droit public, donc un Master 2 ou une maîtrise en droit public et un DSS en gestion des organisations, gestion des entreprises, en option ressources humaines. Avec ma maîtrise en droit, j'ai été capable d'aller chercher mon CAPA, donc certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et ceci m'a permis de décrocher un travail chez le groupe Adéco Monde, Adéco Monde en tant qu'avocat d'affaires et conseiller juridique. Alors, dans mon premier mandat, j'ai été affecté au Sénégal où j'avais comme mission de m'occuper de la normalisation du droit au sein des agences ADECO en Afrique et un peu partout dans le monde. À la fin de mon contrat avec le groupe ADECO, ma demande d'immigration en tant que travailleur qualifié que j'avais entrepris à la fin de mes études de 3e cycle s'est concrétisée. Je suis donc arrivé au Canada en 2010 et je me suis établi à la province du Québec. Pourquoi le Québec? Premièrement, pour la barrière de la langue. Je pouvais la franchir assez aisément. On parle français, même si je n'étais pas si pire en anglais. Deuxièmement, pour ma capacité rapide de pouvoir assimiler le monde du travail québécois, donc la compréhension des us et coutumes et plus simplement des codes de vie au Québec. À mon arrivée chez RHR Expert, j'ai été embauché comme adjoint au recrutement. Au départ, en regardant mon descriptif de tâches, je me suis posé la question de savoir, avais-je fait le bon choix? Je vous ai dit tantôt que j'étais embauché par Adéco Affaires et mon dernier titre était directeur général adjoint et l'opportunité qui m'a été ouverte, la première opportunité qui m'a été ouverte au Canada était celle d'un adjoint au recrutement. Donc, un poste d'entrée ou de débutant. Ceci ne pouvait simplement me permettre de soit gagner en frustration ou de gagner en expertise. Alors, mon choix a été fait sur le deuxième cas de figure qui, aujourd'hui, semble être la meilleure décision que j'ai pu prendre. Cela m'aura permis de faire de moi, aujourd'hui, le vice-président opération de RHA Expert et un des principaux associés de la firme.
Mon poste chez RHA Expert m'a permis de connaître le monde du travail, la pratique d'ingénieur, de me questionner un peu plus sur les besoins du Québec en termes d'ingénieurs. Les mandats de recrutement que nous avons mis en place nous permettaient non seulement de côtoyer les premiers besoins, mais aussi de côtoyer les entreprises et de pouvoir les accompagner dans leur choix de candidature et pourquoi tel ou tel autre profil. Il est sûr et certain que pour nous, une fois que les diplômes ont été pris et associés, une fois que nous arrivons au Québec, une fois diplômés de l'étranger, il y a une chose, et ça va paraître comme le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui. De grâce, arrivez au Québec avec une humilité. L'humilité dans vos attentes va vous permettre de prendre le temps de bâtir votre carrière en maîtrisant les différents aléas que vous rencontrez. Et sachez que vos compétences transférables, donc tout ce que vous aurez étudié, toute expertise que vous aurez pris, va vous permettre justement de pouvoir atteindre le rêve que vous avez tant mijoté pour être arrivé au Canada et vous dire à un moment donné, je vais au Canada pour devenir tel ou tel titre ou tel poste d'emploi que vous pourrez recouvrir. C'est donc sur ces paroles que je vais m'arrêter et tout naturellement, je serai prêt à répondre à vos questions. Et je vais passer la parole simplement aux professionnels et aux spécialistes qui sont bien présents avec nous aujourd'hui pour vous parler des conditions ou des exigences qui pourront vous permettre de pouvoir retrouver votre cheminement d'ingénieur. Merci et à tantôt. Merci Claude pour votre intervention. Julie Blanchard va maintenant nous expliquer ce que dit la loi sur les ingénieurs au Canada. Julie, vous êtes ingénieure chimique avec plusieurs années d'expérience dans divers secteurs industriels. Au sein de l'Ordre des ingénieurs du Québec, vous travaillez au développement et au maintien des liens d'affaires avec les employeurs, les étudiants et les différentes parties prenantes. Vous êtes donc la bonne personne pour présenter tout ça. Je vais vous passer la main, vous allez pouvoir partager votre écran. Hop, voilà. Oui. Alors normalement, voilà, vous avez la main sur la présentation et je vous laisse intervenir. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, tel qu'on vient de faire ma présentation, effectivement, je travaille à l'Ordre des ingénieurs du Québec en tant que conseillère en développement et relations d'affaires. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est vraiment l'encadrement professionnel des ingénieurs, notamment au Québec. Je vais faire un petit mot sur la loi sur les ingénieurs et les responsabilités des ingénieurs dans notre province. Également, je vais faire un très, très bref aperçu de comment obtenir un permis de pratique au Québec. Alors, allons-y avec l'encadrement professionnel des ingénieurs. Tout d'abord, vous devez savoir qu'au Canada, pour exercer le génie, vous devez être titulaire d'un permis d'exercice en règle délivré par un ou l'autre des organismes de réglementation du génie. Ce que ça veut dire, c'est qu'au Canada, nous sommes 10 provinces qui sommes toutes un peu indépendantes et chacune des provinces sur son territoire possède un organisme de réglementation du génie. Donc, vous devez impérativement procéder à une demande de permis pratique. Toutefois, vous devez savoir que vous pouvez commencer à travailler dans le domaine du génie à la condition d'être supervisé par un ingénieur titulaire d'un permis qui va assumer la responsabilité professionnelle de votre travail jusqu'au moment où vous obtiendrez vous-même votre permis de pratique et que vous pourrez exercer la profession de façon autonome. Il existe des exigences propres à chaque province pour obtenir un permis de pratique, mais dans l'ensemble du Canada, les exigences se ressemblent quand même assez. Donc, on va demander un minimum de formation, de l'expérience de travail, des notions en professionnalisme et en déontologie, une bonne moralité et des compétences linguistiques, et notamment au Québec, comme la langue de travail officielle et la langue de travail reconnue est le français, vous verrez que dans notre province, il y a des exigences au niveau linguistique à démontrer. Alors,
Le système professionnel au Québec, de façon un petit peu plus précise, nous avons 46 ordres professionnels dans notre province. Ces ordres professionnels réglementent plusieurs professions. Donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, nous avons un ordre professionnel spécifique aux architectes, un pour les urbanistes, un pour les géologues, un autre pour les chimistes et un autre, bien sûr, pour les ingénieurs, mais il en existe bien d'autres. Donc, tous les ordres professionnels relèvent de l'Office des professions du Québec et du ministre de la Justice. Donc, vraiment, tout en haut, il y a l'Assemblée nationale ou le gouvernement du Québec. La principale fonction d'un ordre professionnel est d'assurer la protection du public par des mécanismes de protection obligatoires, notamment en admission, en contrôle disciplinaire et en inspection professionnelle ou surveillance de l'exercice. Alors, pour vous, ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez fait des études en architecture, par exemple, il sera difficile pour vous de faire une demande de permis à l'ordre des ingénieurs pour être un ingénieur architecte, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes normes de pratique. Alors, je vous suggère, selon votre domaine, votre spécialité d'études, si vous venez pratiquer votre profession au Québec, de faire votre demande de permis auprès de l'organisme de réglementation, donc de l'ordre professionnel qui se rapproche davantage de votre domaine d'études. Maintenant, si je veux vous parler de l'Ordre des ingénieurs du Québec, nous sommes plus de 65 000 membres et futurs membres. Nous encadrons, réglementons environ 46 types de génie à la permanence, donc au bureau, situé au centre-ville de Montréal, au Québec. Nous sommes 180 employés et l'Ordre des ingénieurs du Québec a fêté ses 100 ans en 2020. La mission de l'Ordre des ingénieurs du Québec, c'est d'encadrer la pratique de l'ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Donc, en mes mots, ce que ça veut dire, c'est que plus comme ordre professionnel, nous allons encadrer les ingénieurs, les soutenir dans leur pratique, dans le day-to-day, si je peux me permettre cette expression, et plus nous allons les soutenir dans leur développement professionnel, plus nous serons sur la place publique également pour expliquer ce que fait le travail, ce que fait un ingénieur dans son travail. Plus nous nous approcherons de la mission d'un ordre professionnel qui est d'assumer la protection du public. Je vous parlais tout à l'heure de protection, de mécanismes de protection, de contrôle obligatoire. Pour nous, à l'ordre, nous en avons 5. Donc, nous avons des exigences en matière d'admission, en matière de surveillance d'exercice, en contrôle disciplinaire. Nous avons un règlement très important pour nos membres qui est le maintien des compétences. Donc, les membres de l'Ordre des ingénieurs doivent à chaque année faire de la formation continue, ainsi que nous avons une direction qui fait la surveillance de la pratique illégale du génie. Les avantages reliés à l'obtention d'un permis d'ingénieur sont quand même nombreux. Parmi eux, nous pouvons compter sur le fait que pour les ingénieurs, évidemment, ce sera de pouvoir poser les activités professionnelles réservées et prévues par la loi sur les ingénieurs, d'avoir le droit d'utiliser le titre d'ingénieur, son abréviation ING. Même chose en anglais, le mot engineer, l'abréviation ENG. Sont réglementés. Ça permet d'obtenir une plus grande crédibilité et un statut professionnel, puisque les donneurs d'ordre, les employeurs, accordent beaucoup d'importance aux membres de l'ordre, puisque par les mécanismes de contrôle obligatoires, cela les assure de la qualité du travail des ingénieurs et ça permet de bénéficier d'une meilleure mobilité de la profession au Canada, puisque lorsque nous avons un permis d'ingénieur dans une province, disons au Québec, si une personne décide d'aller travailler dans une autre province canadienne, par exemple en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique, et qu'il doit demander un deuxième, voire un troisième permis d'ingénieur parce qu'il aura passé tout le processus d'admission dans la première province, donc au Québec, son permis d'ingénieur sera reconnu dans les autres provinces et il s'agira plus ou moins d'un processus administratif pour obtenir un deuxième, voire un troisième permis d'ingénieur. Voilà pourquoi on parle de mobilité de la profession. Maintenant, un petit mot sur la loi sur les ingénieurs.
Donc, en fait, les responsabilités des ingénieurs, il y en a plusieurs. Et comme je vous disais, puisqu'on découle de l'Office des professions du Québec et du ministre de la Justice, il y a plusieurs codes, normes, règlements à respecter, notamment un code des professions propre à l'ensemble des ordres professionnels. Nous avons notre propre loi sur les ingénieurs et c'est qu'un code de déontologie qui dicte vraiment la façon d'être, de travailler, toute l'éthique entourant notre profession. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la loi sur les ingénieurs, est-ce que seuls les ingénieurs doivent respecter cette loi? En fait, la réponse, c'est faux. Pourquoi? Parce que la loi sur les ingénieurs, elle définit l'usage du titre, tel que je vous le mentionnais précédemment, l'exercice du génie de façon plus large et englobante. Elle définit aussi les activités qui sont réservées aux ingénieurs et les ouvrages pour lesquels ces activités s'appliquent. Et finalement, elle définit les infractions en matière de pratique illégale du génie. Donc, quelqu'un qui, par exemple, n'est pas ingénieur se présente comme tel, quelqu'un qui produirait des documents d'ingénierie alors qu'il n'est pas ingénieur, ce sont des exemples de pratiques illégales du génie. Alors, vraiment, il y a des amendes qui seront imposées pour ces personnes et on peut dire de cette façon que la loi s'applique au public en général. Je n'irai pas dans le détail des activités réservées parce que ce serait beaucoup trop long pour vous aujourd'hui, mais vous devez vraiment savoir que le titre d'ingénieur et l'abréviation est réservé, bien que je me répète, est réservé uniquement aux membres qui détiennent un permis d'ingénieur et qui s'inscrivent de façon annuelle au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, une fois qu'on a délivré un permis à une personne, cette personne doit, de façon annuelle, renouveler son inscription au tableau des membres. Et bien sûr, là, il y a des frais à chaque année à payer pour avoir ce privilège de pouvoir pratiquer l'ingénierie et se présenter comme tel. Alors, comment on fait pour obtenir un permis d'ingénieur? La première chose que vous devez savoir, c'est d'aller faire une demande en ligne. Donc, vous avez un lien et sachez que vous aurez accès aux documents de présentation éventuellement. Donc, vous pourrez tout à fait aller sur les liens cliquables pour aller chercher l'information. Donc, vous devez choisir sur le site web de l'Ordre des ingénieurs le profil qui s'applique à votre situation. Donc, il y a différents types de profils tels que vous le voyez à l'écran. Par la suite, pour le profil, pour chacun des profils, différents documents doivent être soumis à l'ordre. Donc, une fois que tous les documents demandés seront fournis, que vous aurez payé les frais pour l'étude de votre dossier, à ce moment, votre dossier sera analysé. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire de pré-analyse de dossier. Nous pouvons répondre à certaines questions, mais vraiment, vous devez vous assurer de nous fournir tous les documents et payer les frais pour que votre dossier soit pris en charge. Alors, pour une personne qui a fait des études en génie dans une université en France, donc disons ce profil, il existe une entente qui est l'arrangement mutuel entre le Québec et la France, donc l'ARM. Vous pouvez choisir ce profil à condition que votre établissement d'enseignement et votre domaine du génie soient inscrits sur cette liste. Donc, c'est une liste qui est très longue, vous devez vraiment aller chercher, mais si telle est votre situation, vous pourrez utiliser l'ARM pour soumettre votre dossier. Alors, une fois que vous aurez payé tous les frais, vous devez prévoir un délai d'environ 8 à 10 semaines afin que l'Ordre ait le temps de traiter votre demande et nous vous délivrons ce qu'on appelle un permis restrictif temporaire. Donc, à ce moment-là, vous aurez la responsabilité de vous inscrire au tableau des membres et bien sûr, vous devrez vous engager à respecter toute la réglementation liant toute personne inscrite au tableau des membres. Par la suite, afin d'obtenir votre permis d'ingénieur plein titre, vous devrez compléter 3 volets pour l'obtention de ce permis. Donc, un volet pratique qui consiste à démontrer un minimum de 24 mois d'expérience pertinente en génie, à démontrer que vous avez acquis les 6 grandes compétences clés pour la pratique du génie au Canada. Il y a un volet théorique, donc réussir un examen
professionnels portant notamment sur les lois, les règlements, l'éthique, la déontologie. Et vous devrez également fournir une preuve linguistique, donc que vous avez la connaissance nécessaire du français pour l'exercice de la profession. Maintenant, pour les personnes qui auraient fait des études dans des pays autres que la France, pour certains pays, il existe des ententes, donc ce qu'on appelle les accords de Washington. Donc, il y a 19 pays qui ont des ententes. Ça veut dire que déjà, les équivalences ou les reconnaissances ont été faites par rapport à ces pays-là. Cette liste, elle est disponible bien sûr sur notre site web. Mais pour tous les autres diplômes qui ont été faits dans d'autres pays qui n'auraient pas d'entente, votre dossier sera étudié pour obtenir une équivalence de diplôme ou de formation, donc une équivalence en lien ou par rapport à un diplôme en génie québécois ou canadien. Une fois pour vous aussi que vous aurez envoyé tous vos documents, payé les frais, votre dossier sera considéré comme complet. Une étude de votre dossier sera faite et sera soumis à un comité particulier qu'on appelle le comité d'admission à l'exercice. Ce comité pourra prendre l'une des décisions suivantes. Donc, soit vraiment de reconnaître l'équivalence complète de tous vos diplômes, soit, si ce n'est pas le cas, vous reconnaître une équivalence partielle et vous prescrire des activités de formation ou des examens techniques à compléter, ou pour certains motifs qui leur appartiennent, pourraient refuser l'équivalence de formation. Alors, si des activités de formation sont prescrites, vous devrez évidemment réussir ces activités de formation afin d'obtenir une équivalence de formation complète et obtenir le statut de candidat à la profession d'ingénieur. Pour vous aussi, si le cas s'applique, afin d'obtenir un permis de pratique ou un permis d'ingénieur plein titre, vous devrez rencontrer les exigences que nous voyons à l'écran, donc compléter le volet pratique, réussir l'examen théorique, l'examen professionnel et démontrer vous aussi les exigences ou la connaissance de la langue française. Maintenant, ici, dans cette diapo, j'ai mis tous les liens, donc c'est un résumé vraiment de tous les liens de ma présentation. Bien sûr, le site web de l'Ordre des ingénieurs est une mine d'informations pour vous. J'ai mis également les coordonnées de notre service à la clientèle. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à nous contacter par courriel ou par téléphone. Et pour conclure, nous faisons régulièrement des séances d'information pour expliquer tout le processus beaucoup plus en détail que ce que je viens de vous expliquer afin de bien connaître l'ensemble des processus pour l'admission. Alors, j'ai mis le lien à la toute fin pour s'inscrire à ces présentations-là qui sont offertes de façon virtuelle, bien sûr. Et vous devez savoir que si vous avez vraiment le projet de venir travailler dans notre province, il vous est possible de commencer votre démarche d'admission, même si vous êtes à l'extérieur du Canada, donc dans les divers processus. Alors voilà, merci beaucoup et je passe maintenant la parole au prochain intervenant. Merci, bonne journée. Merci Julie, c'était extrêmement précis et concret. Je vous remets l'information que vous aurez effectivement l'intégralité du support et tous les liens en retour de cette session. Donc, vous allez récupérer toutes ces petites informations pratiques. On va maintenant compléter le propos avec Bernard Bigras, qui est PDG de l'Association des firmes de génie conseil du Québec. Donc, son parcours professionnel passe par la politique en tant que député fédéral au Parlement canadien. Bernard occupe ensuite le poste de vice-président du Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes du Canada et de directeur général adjoint développement durable à la ville de Longueuil. Et pour être complet, Bernard, vous êtes également membre du conseil d'administration de l'Association des architectes paysagistes du Québec. Je vais vous laisser expliquer les besoins du marché de l'emploi de votre beau pays qui déploie une véritable stratégie pour la transition énergétique et écologique. Je vous passe la main et je vous invite à ouvrir vos caméras. Alors, merci beaucoup. D'abord, merci. J'aimerais dans un premier temps remercier Technique de l'ingénieur d'avoir organisé cette rencontre. Je pense que
ça témoigne assez bien de l'importance d'établir des relations entre le Québec et la France, particulièrement en matière de main-d'œuvre. Et je vous dirais que c'est d'autant plus un plaisir pour moi de prendre la parole après l'Ordre des ingénieurs du Québec, parce que je tiens à souligner le travail de proximité qui a été développé entre la France et le Québec au cours des dernières années pour assurer une meilleure mobilité de la main-d'œuvre entre nos deux juridictions. Je donne l'exemple, entre autres, de l'entente de réciprocité qui a été signée il y a plusieurs années entre nos deux juridictions et qui ont aussi permis, de façon très concrète, de faire en sorte de faciliter l'accès au marché de l'emploi chez nous. Et je vous dirais que c'est un marché de l'emploi qui est particulièrement en effervescence, on en parlera tout à l'heure, mais assez clairement, ce qu'on détecte au plan québécois, c'est que le gouvernement du Québec, au mois de décembre, a identifié le secteur du génie comme étant l'un des 3 secteurs stratégiques sur lesquels le Québec a l'intention de compter pour assurer son développement au cours des dernières années. Les 2 autres secteurs étant le secteur des technologies de l'information et celui de la construction. Donc, vous verrez un petit peu plus loin que même ces 2 secteurs sont interreliés, si je peux dire, avec le secteur du génie au Québec, puisqu'ils sont un peu des interfaces. Mais d'abord, pour commencer, me présenter comme on l'a dit, Bernard Bigras, PDG de l'Association des firmes de génie conseil du Québec. L'Association des firmes de génie conseil, pour faire un portrait très rapide, représente là près de 16 500 professionnels au Québec, soit environ 75% des emplois et de la main-d'œuvre en industrie dans le secteur du génie conseil au Québec. Donc, nous sommes les représentants, les porte-paroles de la majorité des grandes firmes, des petites, des grandes, on le verra plus loin, des moyennes firmes, mais tous des firmes qui œuvrent dans le secteur du service du génie conseil. Je me permets à ce stade-ci aussi de signifier que pour nous, des entreprises de consultation en génie conseil, c'est un peu l'équivalent chez vous de ce qu'on appelle les bureaux d'études en France. Donc, pour qu'on parle un peu le même langage, lorsque vous m'entendrez parler des entreprises, des firmes de génie conseil, ayez en tête toujours que pour vous, la référence et l'équivalent, si je peux dire, ce sont les bureaux d'études. Donc, qui offrent des services pour une multitude de clients, je vous dirais, dans tous les secteurs d'activité. Les secteurs d'activité, je vous dirais que chez nous, on a une particularité en termes de mode de réalisation. Je sais que dans plusieurs pays européens, on voit des modes de réalisation, des projets beaucoup en clé en main, alors que chez nous, on est encore en mode, je vous dirais, traditionnel, hein, en termes de réalisation de projets où vraiment on y va par étapes. Donc, les études d'avant-projet préliminaires, les études d'avant-projet qui nous permettent, avec nos clients, de bien cibler les projets. Par la suite, on tient compte naturellement de s'assurer que les règles environnementales sont d'autant plus respectées avant de passer naturellement à la conception. Donc, il y a une phase naturellement de conception, une phase de gestion de projet, surveillance des travaux et mise en service. Donc, les firmes de génie conseil sont en mesure d'offrir essentiellement des services qui sont relativement diversifiés. Diversifiés de par leur nombre, de par leurs services, comme je viens de le dire, mais par rapport aussi à leur secteur d'activité. Très rapidement, quelques statistiques et je mettrai ces statistiques-là, je vous communiquerai les statistiques à la technique de l'ingénieur. Quelques statistiques, on compte au Québec actuellement plus de 250 firmes de génie conseil, donc 250 bureaux d'études en activité dans toutes les régions du Québec, bien sûr principalement basées à Montréal et à Québec, ce qui regroupe approximativement là, plus de 23 000 emplois sur le territoire du Québec. La répartition de ces firmes sont la suivante, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des grandes, nous avons des moyennes et nous avons des plus petites firmes. Et je vous dirais que 60% de la composante là, des firmes de génie conseil au Québec
sont constitués de grandes firmes. Donc, de grandes firmes, on parle de plus de 500 employés qui sont répartis, qui ont des bureaux régionaux, qui ont des bureaux nationaux, mais aussi qui ont des places d'affaires ou des présences à l'international dans plus de 170 pays. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même une diversité et nos firmes contribuent très largement, je vous dirais, au rayonnement du Québec, non seulement sur son territoire, mais aussi à l'international. De façon globale, le chiffre d'affaires de notre industrie est de l'ordre d'à peu près 2,6 milliards de dollars, donc c'est un petit peu moins qu'en euros, là, bien sûr, mais vous pouvez voir que essentiellement, on a une composante de clients qui est composée à 61 qui provient des clients privés et 39 du secteur public, même si, ne nous le cachons pas, là, le secteur public joue de plus en plus un rôle important. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec a décidé d'adopter ce que je qualifierais, moi, d'un plan triennal des immobilisations qui est très costaud et qui vise là, à moderniser nos infrastructures publiques et nos infrastructures privées aussi. Et ça, c'est pas exempt non plus du positionnement du Québec. Le positionnement du Québec s'engage de plus en plus vers une transition énergétique, vers de nouveaux composantes. On voit particulièrement dans le secteur du transport, l'électrification prend une place de plus en plus importante, non seulement au plan stratégique pour le gouvernement du Québec. C'était déjà le cas parce que vous savez que le Québec, entre autres, est entré dans l'ère moderne grâce à ces grands barrages hydroélectriques. Mais on voit que maintenant, cette déclinaison se répercute de plus en plus vers le développement de l'électrification de nos transports, mais aussi vers une transition numérique. Donc, les compétences en transition numérique, donc capacité d'intégrer différents systèmes de modélisation 3D vont devenir un atout certain pour des candidats qui voudraient venir œuvrer sur le territoire du Québec. C'est ce qui fait en sorte qu'au fond, il y a différentes expertises qui sont déployées par nos firmes de génie conseil, du bâtiment en passant par le contrôle et l'automatisation, l'énergie, je l'ai dit, l'environnement, la gestion de projet, l'industrie, l'ingénierie des sols aussi. Tout l'aspect géotechnique a été intégré au sein de notre association aussi. L'enjeu des municipalités, les télécommunications, les technologies de l'information, comme je l'ai dit, et le transport. Je vous dirais que s'il y a 3 atouts, à mon avis, qui seraient importants à avoir dans son bagage lorsque vient le temps de vouloir venir travailler sur le territoire du Québec, je les composerai en trois atouts pour moi qui sont importants. D'abord, la connaissance technique. On pense que c'est important de maîtriser les aspects techniques. On le sait, hein, c'est dans l'ADN du génie de trouver des solutions à des problèmes complexes. On sait que les problèmes se complexifient et donc la connaissance technique est importante. Deuxième atout important, c'est la résolution de problèmes. Donc, savoir concevoir à partir d'hypothèses en considérant les besoins du client et des usagers, avec un budget disponible, avec des échéanciers et bien sûr en s'assurant de la sécurité du public et de la protection de l'environnement. C'est ce type d'écosystème dans lequel les professionnels du génie sont appelés de plus en plus à œuvrer sur le territoire québécois. Et le troisième atout, c'est un atout de communication. Donc, interagir avec une équipe de travail, un client, des entrepreneurs, des fournisseurs, des employés. Donc, être un peu un chef d'orchestre, si je peux dire, et d'être capable de bien expliquer la démarche. Les opportunités, maintenant, il y a plusieurs opportunités qui se pointent et j'en profite là pour souligner, entre autres, là,
une étude qui a été réalisée par l'Ordre des ingénieurs du Québec pas plus tard que l'année passée, qui dressait un peu les besoins en termes de professionnels en génie d'ici 2030. Donc, le chiffre est clair pour nous. On aura besoin de plus de 50 000 nouveaux professionnels en génie d'ici 2030. Donc, vous voyez, 2030, c'est pas très loin. C'est dans à peine 8 ans. Donc, il y a un besoin évident d'attirer sur notre territoire des professionnels du secteur du génie. De manière générale, les besoins de main-d'œuvre devraient particulièrement s'accentuer dans les domaines du génie informatique et logiciel, du génie électrique, comme je l'ai dit, et du génie chimique. Finalement, la profession en génie est riche en diversité, c'est important pour moi de le dire. Les immigrants composent près du quart de la profession au Québec. C'est 2 fois plus que leur importance dans l'ensemble de la population. Donc, on sent que c'est une profession, on sent que c'est un secteur d'activité qui est ouvert sur les expertises externes. Et donc, dans ce sens-là, c'est certainement un milieu d'accueil fort important pour vous. Les opportunités, ben, c'est en infrastructure, c'est en électricité du bâtiment, c'est en conception, c'est en efficacité énergétique, c'est en protection des incendies, c'est en hydrologie, c'est en télécommunication, c'est en gestion de projet. Donc, vous direz que s'il y a des opportunités qui pointent à l'horizon, parce qu'on est un peu là pour vous indiquer là, dans quelle direction va la profession, mais va aussi l'industrie. C'est ce type d'industrie-là, ce secteur d'activité-là qui est beaucoup plus en effervescence, si je peux vous dire. Donc, pour moi, ça termine ma portion. Je vais vous dire qu'on a aussi un forum jeunesse qui est un forum des jeunes professionnels qui est très actif, qui établit et qui souhaite établir des relations avec de jeunes professionnels de l'étranger. Dans le document que je vous transmettrai, les coordonnées, le site web. Donc, j'ai toujours cru, moi, personnellement, dans ma carrière, que c'était important de faire des maillages entre jeunes professionnels. Donc, il y a une opportunité là à votre disposition. Donc, moi, maintenant, je vais passer la parole à Julie Moisan, qui est notre présidente du comité des ressources humaines à l'Association des firmes de génie conseil du Québec. Julie est directrice des ressources humaines et éthiques chez GBI Expert Conseil. Elle est certifiée en relations industrielles. Elle a travaillé au sein de milieux syndiqués et non syndiqués en dotation, en recrutement et en planification de la main-d'œuvre, en santé et sécurité au travail, en implantation de procédures, comme vous voyez, elle a beaucoup d'expertise, et en politique en ressources humaines. Donc, Julie, je te laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, M. Bigras, pour votre introduction. Merci aussi pour toute l'information que vous nous avez donnée sur le milieu vraiment du génie conseil ou des bureaux d'études là, au Québec. Merci également à notre collègue Julie Blanchard qui nous a donné de très belles informations sur les processus justement de quelqu'un qui va arriver dans notre pays, soit de la France ou encore ailleurs, et les procédures que vous allez devoir entamer pour justement venir avoir votre titre d'ingénieur de plein droit ici au Québec. Donc, moi, qu'est-ce que je vais vous faire comme aperçu aujourd'hui? C'est peut-être au niveau plus micro, je dirais, moins très, très macro comme mes deux collègues avant moi. Micro dans le sens que je vais vous expliquer peut-être au niveau de vraiment un bureau de génie conseil, ce que nous, on est, donc un bureau d'études. GBI, rapidement, c'est un bureau d'études qui comporte environ 350 employés. Les employés sont majoritairement des ingénieurs de plein droit et des techniciens et dessinateurs. Donc, nous sommes pluridisciplinaires. On œuvre dans multiples types de projets. On œuvre, entre autres, en mécanique et en électricité du bâtiment, en développement durable ou encore en efficacité énergétique, si vous préférez. On fait des infrastructures urbaines, donc tout ce que vous pouvez imaginer qui sont routes, réseaux égouts, aqueducs, bassins de rétention, gestion des eaux pluviales. On fait également du transport. Une belle équipe dans laquelle on va faire des ponts et ouvrages d'art, on va faire du maintien de la circulation, on va travailler au niveau des aéroports également. On a également une équipe en structure du bâtiment et une équipe en environnement, gestion de matières visuelles et gestion de projets. Donc, comme vous pouvez voir, tous les milieux que M. Bigras a indiqués qui étaient en évolution, en effervescence, eh bien, ils se retrouvent au sein de notre firme.
Donc, quelles sont les possibilités de carrière chez GBI pour quelqu'un qui arriverait dans notre pays, entre autres de la France? Par expérience, nous, les processus ou les cursus que les gens ont suivis étaient, dans un premier temps, de commencer à titre de technicien ou de dessinateur ou encore de CPI, soit candidat à la profession d'ingénieur, tel que Mme Julie nous avait indiqué précédemment. Donc, le candidat le type de technicien ou de CPI va dépendre vraiment du statut devant l'OIQ. Si le candidat a déjà déposé son demande au niveau de l'OIQ, de l'Ordre des ingénieurs du Québec, on va plutôt aller vers un type de CPI si justement il est inscrit au tableau ou encore de technicien. Et il y a des tâches qui se recoupent au quotidien. Donc, entre autres, travailler avec des logiciels comme AutoCAD, comme Civil 3D, Inroads, Revit. C'est des tâches qui peuvent être attribuées à des gens qui ont un parcours d'ingénieur en France, mais qui n'ont pas encore leur titre ou leur plein droit de pratique ici. Donc, souvent, ça va être l'introduction. Et par le passé, c'est arrivé justement qu'on a eu des employés qui ont commencé à titre de technicien et qui ont travaillé chez nous pendant leur parcours avec l'OIQ, pendant qu'ils complétaient les 3 étapes qui ont été citées précédemment. Entre autres, là, on a parlé de la reconnaissance de 24 mois d'expérience en génie conseil. Donc, vraiment, là, je dirais que la différence qu'on va faire entre le technicien, le CPI et l'ingénieur, d'un, l'ingénieur est le seul qui a le droit de vraiment signer et sceller les plans. Donc, il va prendre vraiment la responsabilité de la conception des plans qui vont être émis. Les techniciens et le CPI, par contre, peuvent vraiment travailler en collaboration et sous la responsabilité de l'ingénieur de plein droit. Donc, nous, là, chez nous, on appelle ça vraiment une équipe gagnante. On a besoin de tout le monde et tout le monde réussit vraiment à tirer son épingle du jeu et avoir des opportunités qui sont intéressantes pour eux. Je dirais que pour quelqu'un qui arrive d'un autre pays, souvent, qu'est-ce que vous allez maîtriser, c'est les bases techniques. Les bases qui sont un peu universelles, des choses qui vont se produire un peu de manière similaire partout, nonobstant de où est-ce que vous allez vous retrouver. Ceux, par contre, qui vont vraiment réussir à s'intégrer, à avoir du plaisir à le faire, c'est ceux qui vont avoir une curiosité sur les particularités, mettons, régionales. Entre autres, on peut considérer les effets de gel-dégel qu'on va retrouver ici au Québec, qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans le monde. Donc, c'est certain qu'il faut avoir ça à l'esprit quand vous arrivez et que vous allez avoir à intégrer certaines tâches. Ou encore les normes qui vont être vraiment spécifiques à la province où est-ce qu'on va être, entre autres. Ici au Québec, on va parler du Code national du bâtiment. Donc, c'est certain que quelqu'un qui arrive d'ailleurs, même s'il a une belle expérience, à titre d'ingénieur, ici, il va devoir apprendre les normes qui sont vraiment applicables chez nous. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment les choses qu'il faut garder en tête. Donc, le quotidien d'un technicien CPI ou encore même un ingénieur, ça va être de vraiment travailler avec les logiciels. Si on parle de structure, on va parler de EPANET, de eTabs. En hydrologie, on va parler de TC Swim. Donc, des logiciels, moi, je vous inviterais peut-être à prendre connaissance des logiciels qui vont être utilisés spécifiquement au Québec dans votre discipline. Avoir une petite idée de qu'est-ce qui vous attend, ça peut vous aider au niveau de la transition. Mais au niveau des autres tâches, avec des calculs de la conception, de la consultation, échanger avec les clients, définir les besoins. Donc, ce sont des choses qui sont quand même très, très universelles. Donc, au niveau de chez GBI, le type de projet qu'on va faire, au niveau du bâtiment, on va faire énormément d'écoles secondaires, primaires. On va travailler aussi dans les universités et les cégeps. On va faire des condos, des bâtiments commerciaux également. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très, très diversifié. Les clients vont être autant publics que privés. On va faire également, au niveau des infrastructures, comme j'ai cité déjà précédemment, on peut travailler au niveau des routes, réseau égaux, aqueduc, toutes les infrastructures que vous pouvez imaginer qu'il y a dans une ville. Et au niveau de la structure du bâtiment, on va travailler autant en béton, en acier et en bois. Donc, on a une représentativité très, très large de toutes les disciplines qui se font dans un bureau d'études. Une des chances qu'on a, c'est que justement, cette diversité-là fait que nos employés ont la chance de toucher à plusieurs choses et à développer plusieurs compétences.
Donc, nous, actuellement, au niveau des besoins de main-d'œuvre, pour vous donner une petite idée qui va venir un peu appuyer les statistiques que M. Bigra a dit précédemment, eh bien, pour 350 employés, actuellement, nous avons environ 75 postes d'ouverts. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très, très en demande, là. Le recrutement est très, très, très agressif et je crois que ça reflète énormément la progression du monde du génie conseil ici au Québec. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça conclut ma présentation. J'espère avoir piqué votre curiosité. Et puis, vous allez avoir aussi accessible un document qui va présenter la firme GBI après le webinaire. Merci. Merci Julie, merci Bernard pour ces interventions très intéressantes. Je vous rappelle que les questions, vous pouvez les poser dans le module de questions. Je vois que les questions commencent à arriver, donc n'hésitez pas à en poser. Je suis en train de les organiser pour pouvoir les poser aux intervenants à la fin, donc continuez, il n'y a pas de problème. On va maintenant passer la parole à Alain Gagné, qui lui aussi est ingénieur et surtout vice-président opération de PCI Automatisation Industrielle, une firme canadienne en consultation et intégration en automatisation industrielle, ouverte à l'embauche d'ingénieurs et techniciens étrangers. Alain, vous êtes cofondateur de cette belle structure et vous pouvez vous targuer d'avoir recruté vous-même la quasi-totalité de vos collaborateurs. Pour accompagner votre croissance, vous cherchez des talents. Donc, je vais vous laisser prendre la parole et nous expliquer nous exposer tous vos besoins. C'est à vous. Ah, on a un petit problème de son, on ne vous entend pas. Alors, vous avez dû couper le son dans GoToWebinar. Je vais vous renvoyer une demande. Ah, voilà. OK, c'est beau. Super, c'est bon, c'est à vous. Merci Maria, désolé du contretemps. Et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre entreprise. Je vais montrer mon écran. J'aimerais vous parler de notre entreprise PCI et des raisons pour lesquelles on espère que vous voudrez vous joindre à nous. J'ai fondé PCI en 2001 avec Christian Perrier, mon associé. Après des débuts modestes, nous avons grandi pour devenir une équipe de 90 employés. Nous avons développé une bonne notoriété dans notre domaine au Québec, mais notre vision est de devenir la référence en automatisation industrielle au Québec. Nous le ferons en ayant encore nos valeurs qui sont le respect des employés, des clients et de nos fournisseurs et partenaires. La collaboration aussi, collaboration entre collègues, avec les clients et ces mêmes fournisseurs et partenaires. Bien sûr, il faut que ce soit fait dans l'excellence. Au début, nous faisions que du contrôle industriel, surtout du contrôle de procédés dans des usines de transformation alimentaire. C'était ce qu'on savait faire et on le faisait bien. C'est encore aujourd'hui le cœur de nos activités. En 2013, nous avons développé une expertise en MES et en informatique industrielle. C'est une collègue motivée par ce nouveau secteur d'activité qui a entrepris notre tout premier projet MES chez ce qui allait devenir notre plus gros client aujourd'hui. Notre offre en solutions robotiques, elle, est arrivée avec de nouveaux collègues qui avaient ces connaissances et qui avaient effectué de nombreux projets de robots dans leurs emplois précédents. Depuis le tout début, en 2001, nous offrons des services d'intégration de systèmes automatisés. Le client nous arrive avec ses plans de procédés mécaniques ou ses logiques d'affaires et nous rajoutons toute la couche électrique, automatisation et logiciel pour que ça fonctionne. Le service après-vente est l'extension des services d'intégration. C'est normal de supporter nos systèmes une fois qu'ils sont déployés en usine. Ça nous permet aussi de rester présents chez nos clients entre deux projets. Depuis un certain temps, on offre des services de consultation. Pas comme ça offert par Julie Moisin et GBI, mais plutôt pour permettre à nos clients de raffiner leurs idées. Ça part souvent d'une demande de proposition,
où l'on réalise que l'idée manque de réalisme ou de détail. C'est là qu'on intervient pour arriver à un document de projet complet qui peut ensuite servir pour aller en appel d'offres ou directement effectuer l'intégration avec nous. On aime bien la deuxième option. Avec les compétences de notre équipe et l'aide de nos collaborateurs externes, on aime dire qu'on peut s'occuper de tout ce qui est électrique dans une usine. On fait les plans de raccordement des panneaux de contrôle et les plans de câblage pour les électriciens. On fait la conception mécanique qui permet d'intégrer un robot au reste de l'usine. On choisit et configure les ordinateurs et autres équipements informatiques. On effectue la programmation des automates, SCADA, logiciels MES. Quand on parle de réseautique industrielle, on pense routeur, commutateur, câblage, mais maintenant aussi à la cybersécurité, qui est rendue un incontournable dans cette ère de rançon logiciel et de virus WannaCry. Bien sûr, la sécurité machine permet de s'assurer que tous les gens qui travaillent autour d'un système robotisé ou d'une ligne d'emballage ne risqueront pas de se faire blesser. Comme nous sommes en croissance, il y a plusieurs postes à combler chez PCI. J'aimerais vous inviter à considérer une carrière chez nous. En plus d'un travail de projet intéressant, nous offrons plusieurs avantages à nos employés. Bien que ce ne soit pas dans la liste, nous remboursons les frais d'inscription à l'OIQ pour nos employés. Comme a mentionné Mme Blanchard de l'OIQ, il y a des frais d'inscription annuels. Un des plus récents avantages que nous offrons aux employés est le télétravail, qu'il soit permanent ou en mode hybride, partagé entre le bureau et la maison. Ça nous a permis d'élargir notre rayon d'embauche au Québec. Avant le télétravail, le temps de déplacement au bureau limitait notre embauche, surtout à l'île de Montréal et à ses banlieues nord. Il y a une belle diversité dans notre équipe, que ce soit en expertise ou en origine. Il y a des employés qui viennent de toutes les régions du Québec, bien sûr, mais aussi de l'Amérique du Sud, particulièrement le Brésil et la Colombie, de l'Afrique francophone et de la France. Certains de ces employés immigrants étaient déjà au Québec lors de leur embauche, tandis que pour d'autres, PCI a été leur premier employeur au Canada. Nous avons bâti une belle équipe, avec certains employés qui sont avec nous depuis plus de 15 ans. Certains sont avec nous depuis l'école et ont grandi chez PCI, d'un rôle technique au début à celui d'un chargé de projet, puis maintenant de chef d'équipe pour appuyer l'immigration. Notre deuxième plus ancien employé est avec nous depuis 2006, est un Français qui était récemment arrivé au Canada quand on l'a embauché. Notre plus récente employée est elle aussi française. Elle est ici sur un visa vacances-travail. Nous mettons plusieurs mesures en place pour maintenir la culture d'entreprise qui s'est construite au fil des années, même si la pandémie a essayé de nous nuire et puis de la détruire. On a des bureaux très attrayants, très accueillants, des activités sportives en groupe et bien sûr des activités sociales. Comme j'ai mentionné, notre croissance fait que nous avons plusieurs postes disponibles. Nous avons choisi de souligner ces 3 postes: chargé de projet, que ce soit en automatisation ou en MES, concepteur-programmeur et concepteur-programmeur MES. Vous pouvez nous envoyer votre CV, que ce soit par courriel ou via le formulaire sur notre site web pciauto.com. Les postes sont aussi affichés sur le site de Réseau Carrière. J'aimerais vous remercier de m'avoir accordé ce temps et j'espère avoir la chance de vous rencontrer bientôt pour discuter de votre avenir chez PCI. Bonne fin de journée à vous. Merci Alain pour votre intervention et toutes ces informations. Je vais passer maintenant la main à Claude Gomis qui va vous expliquer comment candidater et puis ensuite on enchaînera sur la session de questions-réponses. Vous êtes très nombreux à avoir posé des questions. Donc Claude, je vous passe la main. Merci beaucoup, Maria. Ça me prendrait la slide sur Réseau Carrière. J'aimerais conclure justement nos présentations en vous redirigeant tous sur le portail d'emploi Réseau Carrière, comme vous pouvez le voir à l'écran. Réseau Carrière est le portail d'emploi en génie
et tous les domaines connexes justement qui vous aidera à augmenter votre employabilité. Surtout, pensez à vous abonner à l'Alerte Emploi. L'Alerte Emploi vous donnera tout naturellement les informations les plus importantes en ce qui concerne déjà les besoins des entreprises, mais aussi tous les événements connexes à votre domaine. Je vous remercie infiniment pour votre charmante écoute et nous vous attendons au Québec. Merci. Merci Claude. Il est maintenant temps de passer à la session de questions-réponses. Donc j'invite tous les intervenants à rallumer leur caméra. On a eu pas mal de questions, donc je vais essayer de les organiser un petit peu. Je reprends mes notes. Hop. Alors, question générale. Est-il possible de trouver un emploi pour un conjoint qui ne serait pas ingénieur ou technicien? C'est une question très générale et qui est un petit peu à côté de la question générale, mais voilà, c'est une question qui est arrivée. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, je peux répondre. Ouais. Étant dans le monde du recrutement, ça nous est arrivé d'avoir un accompagnement en transition de carrière, justement, pour un ingénieur qui venait de France et dont l'épouse était une adjointe administrative ou une comptable, etc., etc. Donc, en faisant la première démarche avec l'ingénieur, tout naturellement, nous sommes prêts à solliciter chez RH Expert des entreprises en présentant le profil de la conjointe. Puis parfois, ça s'est soldé en succès. Nous avons beaucoup fait cet exercice aussi au sein de HEC Montréal, qui est en partenariat avec HEC Paris, dont les époux ou les épouses étant conviés à venir donner des cours à Montréal, tout naturellement, on s'occupait du conjoint dans la transition de carrière. Donc, c'est quelque chose qui est très faisable ici au Québec. Moi, Okay. j'ajouterais, si vous permettez, j'ajouterais, je pense que on parle d'un conjoint, mais pour tout citoyen hors Québec qui voudrait venir travailler sur le territoire du Québec, je dirais que la première chose à faire, c'est de faire une évaluation, de demander une évaluation comparative des études hors Québec. C'est une démarche qui peut être entreprise au ministère de l'Immigration. Donc, si vous googlez simplement là, évaluation comparative des études hors Québec, vous allez voir qu'une première démarche qui peut être entreprise pour évaluer quels sont les équivalents à vos compétences sur le territoire du Québec. Donc ça vous permet d'ouvrir un peu les horizons puis voir dans votre démarchage à quel poste vous pourriez accéder éventuellement, même à l'extérieur du secteur du génie. Donc, l'évaluation comparative des études hors Québec. OK. Merci beaucoup. Autre question. C'est celle d'une ancienne infirmière de santé au travail, actuellement étudiante en Master Management QSE option RSE au CESI, Centre d'enseignement supérieur pour les ingénieurs, et qui souhaiterait, après sa formation, venir s'établir au Québec. Elle dit qu'elle n'aura pas l'expérience suffisante pour demander le permis de pratique. Serait-il possible de venir tout de même et de faire mon expérience en tant qu'ingénieur avec un ingénieur titulaire du permis expérimenté, ou faut-il acquérir l'expérience de 24 mois en France? Si je peux me permettre, chez nous, chez PCI, nos postes sont ouverts autant aux ingénieurs qu'aux techniciens ou les candidats à la profession d'ingénieur. Donc, à partir du moment où les compétences sont là, on va faire tout ce qu'on peut pour aider l'ingénieur à cheminer dans cette démarche. L'ingénieur en devenir, CPI, à cheminer dans cette démarche. Ok, donc, oui, ça c'est un possible. message très fort, ouais. Ok, et merci peut-être beaucoup. comme complément d'information, je pourrais me permettre d'ajouter que l'expérience qui sera acquise devra bien sûr être évaluée et vraiment en fonction de l'étude du dossier de la personne, très spécifiquement. Puis, s'il y a de l'expérience qui est acquise, par exemple, en France comme ingénieur en France, sous certaines conditions, cette expérience pourrait être acceptée en autant qu'il y ait un ingénieur qui puisse évaluer, attester de l'acquisition des compétences de la personne. Donc, vraiment, vous devez savoir que l'étude des dossiers se fait vraiment au cas par cas.
Alors, si la personne vient s'installer au Québec et qu'elle commence à aller chercher de l'expérience dans le domaine du génie en étant supervisée, accompagnée, nous pourrons tout à fait, nous allons regarder le dossier et nous pourrons potentiellement reconnaître cette expérience. OK, merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question. Alors, les questions viennent de partout, hein. Là, on a une question qui arrive du Kinshasa. Donc, Audrey du Kinshasa nous demande si, après l'obtention du permis de l'ingénieur du Québec, une collaboration existe-t-elle avec l'ambassade pour l'octroi du visa? Alors, c'est hyper précis comme question. Je ne sais pas qui peut répondre. Moi, je peux peut-être répondre d'expérience. Nous, on n'a pas vu qu'il y avait de route déjà là, bien tracée pour ces gens-là avec l'ambassade. Par contre, les procédures sont quand même bien indiquées sur les sites justement d'Immigration Canada. Puis, à titre d'employeur, à certains moments, on peut aider la personne dans son processus en soumettant des lettres qui certifient l'employabilité de la personne au sein de notre firme, qui disent qu'effectivement, ses compétences sont requises ici. Donc, on peut aider là, à titre d'employeur qui va fournir un emploi là, à quelqu'un qui va avoir entre autres un permis d'ingénieur ou autre. Mais au niveau d'entente avec les ambassades, là, proprement dit, moi, je n'ai pas vu ça dans mon exercice, dans ma pratique. OK, merci, c'est très clair. Une autre question pratique, cette fois-ci sur les contrats. Y a-t-il une période d'essai dans les contrats? Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe si celle-ci est rompue par rapport au titre de séjour? Non, personne n'a la réponse? Bien, c'est une question qui est excessivement complexe. Au Ouais. Québec, effectivement, il y a une période de probation de 3 mois qui est prévue dans la loi du travail. Donc, elle n'a pas besoin d'être citée dans le contrat de travail, mais elle existe dans la loi. Mais l'impact sur, si on parle d'une période de probation qui est non concluante pour quelqu'un qui vient de l'externe, honnêtement, je n'ai pas l'information de l'impact sur justement le visa ou le permis là, à l'international. Je ne sais pas si M. Gonis aurait plus d'informations. Oui, ben, en guise de complément, en fait, tout va dépendre du statut de la personne qui arrive au Québec. Donc, si la personne arrive avec un permis fermé et donc lié à l'entreprise, et bien, dans ce cas, évidemment, si la période de probation ben, ne pousse pas davantage le contrat de travail, ben, c'est sûr et certain que l'immigration ne vous renouvellera pas votre permis et vous serez certainement obligé de quitter le territoire. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, si ça solde bien, tout naturellement, ben, je pense qu'il y a une période bien déterminée dans laquelle l'employé et l'entreprise ben, continueront leur travail, un cheminement vers à peu près 1 an ou 2 ans. Et sortant de là, ben, la personne est libérée. Elle pourra soit continuer donc faire carrière au sein de l'entreprise ou alors simplement ben, être ouvert au marché du travail. Donc, pour être capable de pouvoir changer d'emploi. OK. Merci. Une question sur le diplôme du doctorat. Est-ce que le diplôme de doctorat français est reconnu au Canada et comment le valoriser le cas échéant? Alors, le diplôme de doctorat, communément appelé PhD ici, oui, est reconnu, mais au niveau des universités. Donc, il y a des équivalences que nous faisons en général entre la France et l'université ici, qui, eux, va calculer le nombre de crédits pour voir est-ce que le doctorat a besoin d'une petite mise à jour ou alors simplement dans la continuité d'une étude postdoctorale. C'est comme ça, en général, que c'est fait au Québec pour les diplômés, les doctorats de France. Mais moi, je ne reviendrai jamais trop sur l'importance aussi d'avoir cette évaluation comparative des études hors Québec, parce que cette évaluation-là, bien que ce ne soit pas un diplôme, une certification, ça vous donne quand même un portrait assez intéressant de votre diplomation et ça vous permet de mieux vous situer par rapport au marché québécois. Je vous dirais qu'il y a même des délais d'attente là parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc,
Moi, pour moi, là, ce serait le premier pas que je ferais si j'avais l'intention de venir travailler sur le territoire du Québec. Je ferais cette demande d'évaluation, je l'aurais en ma possession et ça me permettrait de découvrir, au fond, les secteurs qui sont liés au génie. Là. Ce serait la meilleure recommandation à ce stade-ci que je pourrais vous faire. Oui, ben, je pourrais ajouter, pour l'avoir fait personnellement, l'évaluation des diplômes, effectivement, il y a une petite connotation qui ferait que l'évaluation des études hors Québec vous permet en soi de pouvoir comprendre, ne serait-ce que les besoins des entreprises en termes d'égalité de diplôme. Donc, je vous donne un exemple. J'ai eu une maîtrise, je vous ai dit, en administration économique et sociale. Puis quand je suis arrivé au Québec, ma maîtrise, disons que je suis arrivé, je fais partie de la génération en France où il y a eu le changement de la réforme LMD. Donc, licence, master 2, doctorat. Avant, on parlait de maîtrise simplement. Donc, je suis arrivé avec un master 2 et donc une maîtrise était l'équivalent d'un master 2. Moi, je suis arrivé avec un master 2 en administration économique et sociale et au Québec, on me donnait une maîtrise en administration des affaires. Donc, ça joue là, ne serait-ce que sur le CV et l'employabilité, en mettant une maîtrise en administration des affaires, ben, l'employeur est capable de mieux comprendre et de mieux saisir à qui est-ce qu'il parle et quelles sont les études dans lesquelles ben, il pourrait être important pour l'entreprise. Donc, effectivement, Bernard, j'appuie, mais fortement, de commencer l'évaluation avant même d'arriver, c'est possible. Ça fait qu'en arrivant au Québec, ben, on n'est pas trop surpris de ce sur quoi et on va être familier aux termes, justement, qui sont utilisés pour l'employabilité. OK, J'aimerais merci. simplement peut-être me permettre une toute petite intervention à ce moment-ci concernant les équivalences pour le MIFI. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le MIFI ou les équivalences de formation sont vraiment pour l'employabilité. À l'Ordre des ingénieurs du Québec, nous ne prenons pas en considération ce genre d'équivalence. Il y a d'autres types de documents qui sont demandés. Et là, c'est simplement une question de législation. Donc, allez voir vraiment sur le site web de l'Ordre les documents qui vous sont demandés parce que la finalité des documents n'est pas la même et on nous pose souvent cette question-là. Donc, nous, pour certains, et là, je ne veux pas porter de confusion, donc ce que M. Bigras et Gomis vous parlent, c'est vraiment important, c'est vraiment pour l'employabilité. Malheureusement, ce genre de document-là n'est pas admissible pour l'obtention ou la demande d'obtention d'un permis d'ingénieur. OK, merci beaucoup pour vos réponses complètes et complétées. Je continue dans les questions. Faut-il être bilingue anglais pour travailler au Canada? Pour notre firme, ce n'est pas un prérequis puisque la majorité de nos clients sont francophones. On travaille beaucoup avec le réseau public, donc des organismes soit gouvernementaux ou paragouvernementaux. Et dans la province de Québec, la langue de travail là, qui prime étant le français. Donc, ce n'est pas obligatoire. OK. C'est différent ailleurs, là, clairement. OK. Monsieur Gagné, peut-être un commentaire? Oui, je vais seconder. On a déjà essayé à l'inverse des candidats qui étaient unilingues anglophones. Et puis, parce que le bureau travaille en français, ça causait des difficultés. Donc, pour nous, c'est essentiel un candidat qui parle bien le français. Il y a des exceptions chez certains clients où la communication se fait en anglais, soit parce que c'est un client d'ailleurs au Canada ou des États-Unis. Bien, ça va limiter le travail sur ces projets-là, mais il y a assez de projets au Québec pour garder tout le monde occupé. OK, merci beaucoup. Une petite question sur les stages. Elle est où la question? Voilà. Est-il possible de réaliser un stage assistant ingénieur au Canada, stage de fin de 4e année d'école d'ingénieur? Donc de diplôme français, j'imagine. Pas de réponse particulière, j'imagine que ça dépend de... C'est du cas par cas, ces choses-là, après. C'est du cas par cas, oui, tout à fait.
Ouais, à vrai dire, on a beaucoup de questions qui sont du cas par cas. Donc, pour tous les gens qui ont posé des questions extrêmement précises sur leur situation personnelle, ce que je me propose de faire, c'est de les lister et de vous les envoyer à tous. Et si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous souhaite répondre directement à la personne, vous le ferez. Parce qu'après, c'est vraiment des cas très, très personnels. OK, donc le stage. Alors, une dernière question, oui. Y a-t-il des conditions particulières au niveau du permis de travail pour le candidat? Donc, par exemple, est-ce que l'âge, la promotion ou la date d'obtention du diplôme joue sur l'obtention du niveau du permis de travail? Je ne sais pas si ma question est reformulée de façon très claire. Est-ce que les Sans être critères... expert, ouais. sans être expert, je sais pertinemment qu'il y a certains programmes qui sont limités à un groupe d'âge plus jeune. En ce qui concerne les diplômes, je serais tenté de dire non, il n'y a pas de, à moins qu'il y ait des gros changements, comme Claude mentionnait, entre maîtrise et Master 2. Oui, il y a des particularités d'âge pour certains programmes d'immigration, mais on n'a pas encore une grande expertise en immigration. On veut, on va apprendre, on va vous aider. C'est la seule réponse que j'aurais pour l'instant. Oui. Ben, en guise de complément, hein, je ne pense pas qu'il y ait, par rapport au permis, je ne pense pas qu'il y ait un âge, en tout cas par rapport au diplôme surtout, je ne pense pas qu'il y ait un âge requis, mais pour une certaine classe d'âge des plus jeunes, je recommande, puis ça va toucher tantôt à la question pour les stages assistants ingénieurs, je recommande aux plus jeunes de prendre contact avec l'OIF-QJ, Office français québécois pour la jeunesse, il me semble, qui, eux, vont être capables de pouvoir sélectionner les candidatures et faire le pont avec l'entreprise québécoise. Nous en avons fait plusieurs exemples et plusieurs cas de figure où des stagiaires, parce que ils leur permettent de venir au Québec en tant que stagiaires, mais pendant une durée déterminée. À la fin du stage, le stagiaire retourne en France ou retourne donc dans son établissement au préalable. Donc, il y a des liens qui se font et il y a des partenariats aussi avec les institutions françaises qui, eux, notamment Pôle emploi, dans le temps, il me semble que ça s'appelait Pôle emploi ou si ça s'appelle encore Pôle emploi aujourd'hui, mais qui permettait aussi d'apporter une contribution financière, plus la contribution de l'entreprise comme une allocation de stage, ça permettait justement de couvrir la partie salariale. Mais les permis, en général, non. Donc, toujours dépendamment de la classe ou du type de permis que va avoir la personne, ben, les conditions suivent, simplement. Oui, si je peux ajouter, le Québec bénéficie c'est une des provinces au Canada qui a cette particularité d'avoir une entente avec le gouvernement canadien, une entente sur l'immigration qui fait en sorte que le Québec sélectionne ces immigrants. Donc, le Québec émet les certificats de sélection et c'est basé sur une grille de pointage. Et je vous dirais que les deux éléments importants sur lesquels on doit se qualifier pour entrer sur le territoire du Québec, c'est les besoins économiques. Donc, est-ce que votre demande se situe dans un secteur qui est en demande, en pénurie? Si vous répondez oui à cette question-là, vous avez un pointage très élevé. Et deuxièmement, si vous parlez français, donc c'est un critère, la langue au Québec est un critère de sélection important sur lesquels ça vous donne un pointage plus élevé. Donc, il y a d'autres critères, un système de pointage, mais retenons que le Québec a pleine juridiction en matière de sélection de ces immigrants et c'est une grille qui est applicable et les besoins économiques et la connaissance du français sont les deux critères prépondérants dans la sélection. OK, merci pour ce complément de réponse. Une autre question, mais je pense qu'on y a déjà en partie répondu. Vous parlez des ingénieurs, mais moi j'ai un DUT Bac+3 en génie mécanique, ça vaut quoi chez vous? Donc là, je pense qu'on reboucle sur la question de l'évaluation. Oui. Ouais.
C'est ça, ok, très bien. Une autre question sur le recrutement, est-ce que ça c'est pour les recruteurs, est-ce que vous recrutez tout de suite ou c'est pour après les confinements et la crise sanitaire? Est-ce que c'est déjà d'actualité en fait? Pour nous, oui. Ah oui, absolument, oui. Donc c'est un grand oui, ok. Et dernière question, en France, j'ai un handicap de travail reconnu. Je suis malentendante. Y a-t-il un statut ou un process particulier pour les travailleurs porteurs de handicap quand on arrive au Canada? Est-ce que c'est un dispositif particulier? Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a la réponse. Non, pas particulièrement. Pour dire qu'on ne discrimine pas Ouais. pour aucune raison, handicap, orientation, religion, nationalité. Mais est-ce qu'il y a des mesures particulières? Ça, il faudrait voir avec le Ouais, gouvernement. ok. À fouiller du coup. Et je pourrais Ok. ajouter que la semaine dernière, l'Ordre des ingénieurs du Québec a publié un document à l'intention des employeurs pour favoriser justement l'intégration, la diversité, de mettre en place plusieurs mesures pour aider justement les personnes en situation de handicap, l'intégration des femmes, la diversité culturelle. Donc, nos employeurs ont à leur disposition des outils pour favoriser cette intégration-là. Ok, merci beaucoup. Et alors, ce sera la dernière question. Ça rebondit sur la notion de la langue française. Doit-on passer des tests pour prouver qu'on maîtrise le français? Oui, puis j'aimerais amener un fait cocasse. Je suis né de parents francophones, mais j'ai eu la chance de faire mes études en anglais. Et quand, il y a longtemps, c'est écrit sur le diplôme sur le mur, je me suis inscrit à l'ordre. J'ai eu à passer un examen de français parce que mes études avaient été faites ailleurs que dans le système français. Ok, bah, ça répond à la question. C'est vraiment une exigence du gouvernement du Québec pour les ordres professionnels, donc pour tous les professionnels qui font une demande de permis dans l'un ou l'autre des 46 ordres professionnels au Québec. L'exigence de la langue française, elle est là. Donc, nous avons divers critères. Et si, malheureusement, comme M. Gagné, vous ne pouvez pas démontrer que vous avez fait des études en français, des études de secondaire, postsecondaire en français, eh bien, vous devrez réussir en fait l'examen de l'Office québécois de la langue française. C'est vraiment une exigence, pour l'ordre professionnel du moins. Ok, c'est très clair. Ben, merci beaucoup. Merci à vous cinq pour ces interventions hyper précises et très intéressantes et surtout très, très concrètes. Merci du temps que vous nous avez accordé pour Technique de l'ingénieur et pour tous nos étudiants. On va devoir maintenant clôturer cette session. N'hésitez pas, je vous ai mis en fond d'écran le programme de la semaine des étudiants. Donc, n'hésitez pas à aller dans le magazine d'actualité sur le site Technique de l'ingénieur pour voir les sujets des autres conférences de la semaine et de vous inscrire. Et puis, si vous n'avez pas le temps, d'aller voir les replays. Merci vraiment à vous cinq, c'était très précieux et à tous ceux qui voulaient passer le pas, allez-y, le Canada vous attend, c'est ouvert. Tout le monde vous attend là-bas, on aura bien compris le message. Donc, merci à vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bon.